Louise et Hila, on est très heureux de pouvoir, malgré tout et malgré toutes les difficultés que l'on a rencontrées et que l'on continue de rencontrer jusqu'à aujourd'hui, de vous recevoir. On était particulièrement heureux de vous retrouver une fois de plus dans le festival, puisque alors c'était Hila qui était venue, mais vous étiez déjà présent dans la programmation d'Images de Ville en 2014. On vous avait reçu pour présenter en avant-première L'expérience du vide, un film que vous veniez tout juste de terminer avec l'architecte Alain Moatti sur la rénovation du premier étage de la Tour Eiffel. On avait présenté cette année-là aussi Guéris Vertigo, et puis un travail que vous aviez fait autour d'un bâtiment de Stefano Boeri, la Maddalena. Ouais. Et cette année, donc, on est très heureux de pouvoir présenter un nouveau travail que vous avez développé pendant plusieurs années, une collection de 10 films, et cette fois-ci sur la ville, une collection intitulée Homo Urbanus, que l'on présente donc dans le festival sous une forme exposée. On reviendra aussi sur ces questions peut-être de présentation des films. Voilà, donc l'idée c'était ce soir peut-être ensemble avec vous de reparcourir un peu votre travail et puis de donner envie aux spectateurs non seulement du festival de venir voir l'exposition, mais aussi d'assister aux différentes séances qui auront lieu dans le festival. En tout cas, merci déjà au nom de Thierry Pacaud, du président d'Images de Ville et de toute l'équipe d'avoir accepter notre invitation et de permettre au public à Marseille et dans ses environs de découvrir votre travail. Vous êtes un peu des cinéastes emblématiques de notre projet culturel. Depuis le début de votre travail, vous filmez l'architecture et la ville. Alors peut-être la première question serait comment vous en êtes arrivé là? Tout d'abord, merci beaucoup. On est vraiment très content de ce programme et puis de cette collaboration sur la durée. On est ravis. Je pense que vous êtes probablement un des premiers festivals aussi. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui naissent un peu partout en Europe, dans le monde entier, mais Images de Ville est quand même là depuis longtemps, non? 18 ans. Voilà. Donc probablement, je ne sais pas, celui de Rotterdam depuis quand, s'ils ont déjà fêté leurs 20 ans, peut-être que c'était eux, je ne sais pas qui était le premier, mais enfin bon, je pense qu'il y en avait, ils étaient vraiment des pionniers sur le sujet. Donc on est très contents de participer à cette histoire-là. Merci. Et disons, comment ça a commencé? D'abord une histoire d'amour. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Quand on s'est rencontrés, il faisait du cinéma, mais des films de fiction. Il finissait un long métrage assez radical qui s'appelait Côte Libet et qui allait être montré à Locarno et sur lequel, au cours du tournage, qu'on s'était rencontrés. Et rétrospectivement, ce film a beaucoup à voir avec l'architecture, mais en fait, sur le moment et de la façon dont il le pensait, c'était assez loin, parce qu'il est architecte de formation, en quelque sorte. Pour lui, l'idée de faire des films sur l'architecture était vraiment très loin. Au contraire, voilà, c'était pas forcément une destinée, un choix pour lui. Et quand on s'est rencontrés, moi, je finissais mes études en histoire de l'art et histoire du cinéma. Et on s'est dit que quand même, le domaine de l'architecture était un domaine où c'était un terrain assez vierge, où il y avait pas mal de choses à explorer, pas mal de formes à inventer, de manières de raconter l'espace et de aussi enrichir sa représentation publique qui était à l'époque assez restreinte à des enjeux promotionnels, disons. Un film sur un architecte, un film sur un espace architectural était très souvent simplement comme une forme de publicité pour le bâtiment, un outil de communication, disons. Voilà. Et ça l'est toujours en grande partie aujourd'hui. Il y a quelques... C'est un champ qui s'est beaucoup développé. Vous êtes bien là pour le savoir. Mais c'est vrai que le gros de la production dans ce domaine reste aussi quand même quelque chose de très attaché à l'enjeu de communication.
Mais donc voilà, on s'était dit qu'au début, il y avait quand même beaucoup de choses à explorer et à faire décoller ce rapport utilitaire entre l'image et l'architecte pour introduire à la fois une liberté de parole, un regard critique, de l'humour qui manquait pas mal. Et voilà. Et donc, on a commencé avec un premier film qui s'appelle Colossal Life, et puis qui a été un peu une matrice d'une recherche qu'on a développée sur presque 15 ans. Et, euh, et voilà. Et en termes de forme, vraiment, Colossal Life, il y a plein de choses qu'on a développées par la suite. Puis progressivement, on a dérivé sur des questions d'échelle. On a commencé à l'échelle domestique, et puis progressivement, on a un peu élargi, toujours plus, jusqu'à arriver à la ville aujourd'hui. Colas House Live, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, parce que c'est quand même un film qui a eu quand même un succès assez notoire, assez important, c'est l'histoire d'une maison d'architecture contemporaine, d'une maison construite à Bordeaux par un des plus grands architectes contemporains, Rem Koolhaas, mais racontée d'une manière, comme vous le disiez, Louise, d'une manière finalement assez inattendue, pour pas dire un peu iconoclaste, puisque c'est dans les pas de la femme de ménage que l'on va découvrir ce geste d'architecture, cet espace d'architecture et la manière dont un corps, en l'occurrence celui de cette dame, habite l'espace. Ce parti pris-là, cette manière de filmer, c'était venu comment? C'était quelque chose qui avait été j'allais dire, réfléchi, écrit, ou c'est quelque chose qui est venu à vous d'une manière, j'allais dire, fortuite? C'est la rencontre avec cette dame? Disons que, alors il faut se remettre dans le contexte. C'était l'époque de l'hyper-médiatisation de l'architecture qu'on appelle iconique, de cette génération de stars architectes qui faisaient un peu la pluie et le beau temps et qui construisaient dans toutes les villes du monde leurs bâtiments phares. Et donc, c'est un projet qu'on a élaboré un peu comme une expérimentation vraiment autour des questions de représentation de l'architecture pour résoudre ou mettre en question cette fracture incroyable qui existe entre l'image, l'image représente, le bâtiment représenté, l'architecture très médiatique, son visage public, disons, et puis son visage privé. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment de jouer sur ce fil-là, sur cette méconnaissance concrète de ce que c'était que cet espace-là, de ce que c'était que cette maison dans son ordinaire, dans son quotidien. Et aussi remettre au centre de l'image le grand absent qui était l'humain, enfin, les personnes anonymes, les personnes qui vivent vraiment les espaces, qui s'en occupent. Et notamment par la question du travail, il y a beaucoup de l'entretien, toutes les questions autour du corps au travail, ça nous a beaucoup intéressés sur toutes ces années. Et dans la mesure où on essaye de déconstruire un peu cette représentation idéalisée de l'espace, on s'est dit que le ménage était quand même un sujet formidable. Euh, pour ne pas polir l'image, on allait justement faire le ménage dans le film. Et donc voilà, l'idée du ménage est venue comme ça. Et puis il faut dire que ça vient essentiellement du personnage de Guadalupe qui crève l'écran, qui est une vraie diva de cinéma. Et donc voilà. Mm. Vous parliez tout à l'heure, vous utilisiez le terme de matrice, mais ce qui est extrêmement surprenant, voilà, c'est que cette manière de raconter les choses, cette écriture cinématographique, c'est vraiment quelque chose que vous allez poursuivre, creuser, expérimenter, tirer au maximum de ces ressources. Il y avait comme ça la volonté d'explorer au maximum les ressources d'une écriture cinématographique, d'un dispositif cinématographique? Oui, 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 beaucoup. Il y avait beaucoup de ça. On avait une très grande envie de. On vient pas du milieu du cinéma, donc on s'était posé beaucoup de questions sur l'écriture cinématographique. C'était une écriture qu'on connaît, que personnellement je connais bien, et que on sait que il y a quand même une grosse difficulté dans le cinéma, dans le monde du cinéma, de pouvoir expérimenter des nouvelles
façon de faire du cinéma, parce que le cinéma est toujours été vu et il est toujours vu un peu comme un milieu dans lequel il faut beaucoup d'argent et donc il faut rentrer dans des cadres qui sont assez précis pour être subventionné. Alors, quand on s'est dit que on allait essayer de faire un film dans un milieu qui n'est pas du tout celui du cinéma, on s'était dit, dès le départ, on a dit, bah, c'est peut-être le moment où on peut expérimenter un langage différent, complètement différent. Mm. Le langage qu'on a utilisé dans le premier film, Colossus Life, après ça s'est reproduit, comme tu disais très bien, en se développant en différentes solutions, mais venait d'une envie de pouvoir retranscrire une expérience. Donc, en fait, un peu lié au documentaire, mais plutôt de retranscrire une expérience vécue. C'est-à-dire que on avait envie d'être avec quelqu'un dans un espace et comprendre comment le corps se mettait en relation avec cet espace. Pour raconter ça, on s'est dit, on va pas scénariser, on va pas utiliser le langage cinématographique qui impose une histoire réfléchie et pensée, écrite Et donc avant. artificielle. Mais on va se laisser aller à la liberté totale et on va essayer de faire quelque chose de totalement, pour nous, très, très important, mais totalement inédit, d'essayer de recréer la façon d'utiliser la manière dont la mémoire crée des souvenirs, créer comment la mémoire fonctionne. Alors, on s'est renseigné beaucoup sur ça. Déjà, moi, j'ai lisé beaucoup sur ça et on s'était dit qu'en fait, la mémoire enregistre des images qui sont très fragmentées. Ça n'existe pas la façon de raconter au cinéma n'est pas une façon de raconter qui est typique de la mémoire. C'est absolument à l'envers. C'est-à-dire, la mémoire éparpille des petites bribes d'images dans le cerveau qui sont créées par des relations faites par des neurones, des cellules. Et après, ces fragments-là sont un peu éparpillés. Quand on doit se souvenir de quelque chose, on n'a pas une idée, une histoire qui est écrite, mais on se souvient de ces moments-là. Et on s'est dit, voilà, plutôt que passer par le langage du cinéma qui va mettre un ordre chronologique parfait dans tout ce qu'on doit dire, essayons de recréer cette sorte de fragmentation qu'on a dans la mémoire quand on vit une expérience. La façon qu'on a trouvé de le faire, qu'on a essayé de tester pour le premier film, c'était justement d'être avec Guadeloupe, et donc avec Sam, vivre avec elle des moments et après les prendre et les garder comme des petits moments à créer comme une sorte de collection de ces petits moments-là. Collection d'instants. Collection d'instants, voilà. Et qui peut être aujourd'hui, qui a été dans le temps, a été changé énormément parce que évidemment, quand on montre un film, il faut choisir un ordre parce que le film commence et finit. Mais pendant très très longtemps, cet ordre-là, à chaque projection qu'on faisait, on le changeait. On voulait, on remontait le film. On l'a remonté d'une façon vraiment à changer tout cet ordre-là. Et on s'est toujours dit qu'en fait, c'est un film, et je pense presque tous les films qu'on a fait, qui peut être regardé dans un ordre complètement différent par rapport à ce qu'on a fait nous. Évidemment, il va falloir choisir un, mais pour le premier film, Colossus Life, il existe, je pense, une centaine de versions complètement différentes. Et comme un puzzle, ouais, comme voilà. Un jeu. Et ça, c'est quelque chose qui nous a toujours plu énormément. On l'a toujours retravaillé dans tous les films jusqu'à arriver au projet Homo Urbanus qu'on montre, voilà, que vous montrez à Marseille, dont on est ravis, très contents. Et là, c'est un peu, je dirais, l'explosion de la fragmentation. C'est-à-dire que jusque-là, on avait quand même des fragments qui avaient été quand même même dans la durée, qui était quand même un peu plus contenue. Et là, dans Homo Urbanus, c'est une fragmentation totale. C'est des scènes qui peuvent durer même 2, 3, 4 secondes jusqu'à 1 minute, mais c'est vraiment le plaisir de la curiosité du regard. C'est-à-dire qu'on est au milieu de la scène, au milieu de la vie, dans le centre de la vie urbaine. Et on ne fait que regarder capter ce qui se passe autour de nous. Évidemment, avec un intérêt cinématographique, ce n'est pas une caméra de surveillance, c'est un intérêt d'un regard cinématographique. Mais tout ce qui se passe, on le prend
Et après, alors là, encore, c'est encore plus intéressant le montage parce que comme avant, on pouvait remonter les 25 chapitres, petits fragments de un, là, on en a 500 par film. Alors, c'est vrai que on s'est dit, là, il nous faut une façon de monter différente. Il faut commencer. Et donc, on a réutilisé, enfin, on a utilisé un nouveau système de montage qui est un montage qui est par sensation. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est à devenir fou avoir tout ce matériel et de penser une logique. Il faut pas utiliser une logique, il faut vraiment le sentir. Et on a fait un montage qui est par sensation, par moment, par émotion. Donc, on s'est dit, ça, il faudrait développer ça. Et là, il faudrait développer comme ça. Donc, c'est très instinctif. C'est beaucoup plus instinctif que tous les autres films. Avant de peut-être de revenir un peu plus précisément dans la collection Homo Urbanus pour donner envie aussi aux spectateurs du festival de venir découvrir quelques-uns de vos premiers films. Colas House Life, on le présentera demain, vendredi, et il y aura 2 autres films plutôt sur l'architecture contemporaine, même 3 que l'on présentera. Il y a quand même par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on parlait de la présence des corps, il y a quand même un corps absent dans tous ces films, dans tout ce que vous avez donné à voir sur ces bâtiments d'architecture contemporaine, c'est le corps de l'architecte. Il y a bien quelqu'un qui est absent de ces films, c'est l'architecte. Ça rejoint la question de la communication dont vous parliez, Louise, tout à l'heure, de sortir justement du registre de la com, le fait d'évacuer comme ça ce corps peut-être des fois un peu trop encombrant. D'ailleurs, vous en jouez dans le film avec Alain Moatti, puisque ce corps-là qui était à l'origine du film, qui était la commande du film, vous choisissez de l'enfermer dans son bâtiment. Oui, oui, en effet, il y a certaines... comment on dit ça on a quand même, il y a 2 exceptions. Ouais. Voilà. Il y a Alain Moatti, et puis en fait, tout récemment, le tout dernier film qu'on est en train de sortir en ce moment, il s'appelle Tokyo Ride, et c'est une dérive urbaine avec Nishizawa de l'agence Sana. C'est une histoire à la fois d'amitié, parce qu'on avait fait un film, Moriyama-san, mais je crois que vous le montrez ces jours-ci. Dimanche. Exactement. Alors, c'est un peu une prolongation de ce film-là, parce qu'on habitait au Japon et que on était fasciné par son rapport à la voiture. Enfin, il est passionné de voiture et notamment de Alfa Romeo. Alors, on a fait cette espèce de grande dérive qui est liée, pareil, comme Moatti d'ailleurs, sur un principe de l'épuisement. On a passé 12 heures d'affilée avec lui dans sa voiture, dans le huis clos de l'Alfa Romeo, qui est un tout petit véhicule. Et donc, c'est une dérive à la fois dans ses souvenirs d'enfance, dans les lieux qu'il aime à Tokyo, dans ses propres bâtiments, et puis surtout dans des considérations sur les rapports entre la culture japonaise et la culture occidentale, on va dire. Ouais. Et donc, voilà, deux exceptions à la règle, mais globalement, l'idée était vraiment d'ouvrir la question du débat architectural aussi aux non-spécialistes. C'est-à-dire de se dire qu'en fait, l'architecture nous concerne tous, l'architecture nous environne tous les jours, tous, et par conséquent, on souhaitait vraiment donner un espace de parole à des gens qui l'ont jamais ou très rarement. Et donc, c'était vraiment pouvoir, Mais tu sais, on a fait, dès le départ, quand on a réfléchi sur le premier film qu'on voulait faire, sur la maison de Colas, c'est venu après, avant on a réfléchi, on avait fait une liste de choses qu'on voulait mettre ou ne pas mettre absolument dans un film. Parce que avec Louise, on a discuté, parce qu'on parlait de ce film que j'allais présenter à Locarno, elle me disait, mais pourquoi tu as jamais pensé de faire un film d'architecture? Et on s'est mis à penser que ce que c'est un film d'architecture. Déjà, le mot film d'architecture, ça nous faisait très peur, et on a immédiatement tout de suite commencé à parler de film d'espace, c'est-à-dire un film où on parle de l'espace plutôt que de l'architecture, ce qui est un peu notre grand sujet parce que ce n'est pas que l'architecture, on s'intéresse plus à la relation entre le corps et l'espace. Mais là, je me souviens on le raconte assez souvent, on était dans un aéroport et on a commencé à faire une liste des choses
vraiment comme une sorte de menu, des choses qu'on voulait, on voulait pas. Et à part le premier point qui était du monde, du monde, du monde dans le film, on voulait des gens, absolument. Ça, c'était vraiment le point fixe. Mais après, dans tous les autres, il y avait, à un moment donné, il y avait pas d'architecte, pas de relations publiques, pas de propriétaire et pas de critique. Parce qu'en fait, évidemment, c'était un film qui était né par une provocation plutôt. Après, on s'est un peu libéré de la provocation, mais il y en avait pas mal. Et dans une de ces provocations-là, c'était qu'on voulait, comme dit Louise, on voulait donner la parole à des gens qui ne l'ont jamais. Et dans l'architecture, c'est quand même un domaine dans lequel on a vraiment beaucoup du mal à donner la parole à d'autres qui ne soient pas des gens qui soient des experts. Parce que du fait que pour être architecte, il faut étudier beaucoup, il y a beaucoup d'années d'études, il faut travailler beaucoup, c'est un travail très compliqué. Et du coup, on n'a pas trop le temps d'aller parler avec les gens dans la rue. Quoi. Et nous, ce qu'on voulait, en étant un peu détaché de ce monde des architectes qui construisent, on s'est dit, voilà, allons faire tout ce qu'on se voit pas dans les films liés à l'espace. Ouais. Et donc, ça, pour nous, c'était très important d'avoir aussi, d'utiliser un langage qui soit plus accessible, qui ne soit pas, parce que le langage de des architectes, un langage qu'on connaît très, très bien, parce qu'aujourd'hui, en enseignant dans une école, on le retrouve encore plus poussé. C'est un langage codifié. C'est un langage qui permet aux architectes de se comprendre entre eux. Et si vous n'utilisez pas ce langage-là, immédiatement, vous êtes la différence. Mm. Et donc, on voulait pour apporter, voilà, une exception à cette présentation de l'architecture typique qui était faite d'un discours quelque part, un peu élitiste. Et Mm. donc, donc ça nous paraissait comme, en connaissant Guadeloupe, ça nous semblait la meilleure façon de pouvoir parler le langage de tous les jours, quoi. Voilà. Alors, Colas House Live, c'est 2008. On peut considérer en gros que ce travail sur ces bâtiments d'architecture, en gros, vous allez le poursuivre jusqu'à 2013-2014. Un certain nombre de films sont d'ailleurs C'est joli. dans un très beau coffret, dans un très bel objet. Ouais. J'invite voilà, le public à découvrir. Ouais. Et en 2014, vous allez faire ce film qui, pour moi, est vraiment aussi un repère important dans votre travail. C'est le film que vous allez tourner sur la place de la République à Paris. Vous partez d'un film déjà fait, d'un film de Louis Malle tourné en 1974. Vous répondez, si je me souviens bien, à une commande, puisque là aussi, c'est un cabinet d'architecture qui va vous demander d'aller mettre en visibilité un peu son travail. Et vous allez repartir du geste de Louis Malle pour explorer la place de la République à Paris sous son nouveau visage. C'est ça? Exactement. Oui, oui, c'était une commission à la fois TVK, l'agence TVK qui avait rénové la place de la République et je crois avec la Biennale Agora de Bordeaux. C'était à cette occasion-là, je crois, que la commande artistique avait lieu. Et ça nous intéressait énormément de faire ce déplacement ou ce saut dans l'espace urbain, de sortir des murs de l'architecture et de sortir. Alors, malgré le fait qu'il y ait un projet, hein, mais l'intérêt de ce projet d'architecture, c'est que c'est un projet pratiquement invisible et qui est très intelligent pour ça, je trouve, parce qu'ils ils ont vraiment compris et travaillé l'idée de l'espace public en créant une île qui offre aux Parisiens un espace où se retrouver, où un instant s'arrêter au milieu du trafic incessant de la place de la République. Et, euh, et donc, oui, il y avait l'idée de rendre hommage à Louis Malle avec son film qui fait partie en fait, d'une première série, d'une typologie de documentaire comme ça sur Paris et sur les Parisiens, en fait, après un film qui pour nous est vraiment assez fondamental, une vraie matrice. C'est le film de Jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d'un été, ou Jolimet, de Marquer, dans cette lignée-là de descendre dans la rue et de faire des films qui parlent des gens qu'on rencontre, un peu au hasard des rencontres.
voilà, on voulait faire un portrait de Paris, enfin, des Parisiens et de Paris à l'été 2014, avec un peu cette filiation-là. Et donc, pour une fois, en fait, le site était notre rapport à l'architecture ou au projet d'architecture, mais n'était plus du tout le sujet. Le fait, en fait, le film est construit comme plus une performance. On est resté 24 heures, le film s'appelle 24 heures sur place, parce qu'on est vraiment resté 24 heures d'affilée sur la place de la République et comme ça, euh, un film atmosphérique. On passe du petit matin au petit matin suivant avec tous ces portraits de Parisiens qui racontent leur vie. Et en fait, ça raconte aussi comment cette place accueille des gens différents aux différentes heures de la journée, comment elle conditionne les humeurs, les rythmes, les manières de vivre la ville, en fait. C'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment intéressé à cette dynamique d'interaction, d'influence entre espace urbain et psychologie. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a développé et approfondi dans un autre film qu'on a fait juste après, sur un autre morceau de ville qui est à Bordeaux, qui s'appelle Voyage autour de la Lune. C'est suite aussi à la rénovation que Corajou a fait des bords de la Garonne. Donc là, l'échelle s'était encore agrandie et ce qui nous intéressait de comprendre, c'est que plus l'espace, même urbain, est calme et avec une présence, en l'occurrence c'était de l'eau et de la nature, plus ça adoucit aussi les mœurs et les tempéraments et les rapports entre les individus. Et donc voilà, et ça c'est vraiment la matrice de ce qu'on a développé pour le coup dans Homo Urbanus. Comprendre ces dynamiques-là d'inter-influence entre environnement au sens large et individu. Alors la collection, elle arrive comment? Elle arrive d'un désir qui était le vôtre, d'une rencontre. C'est des projets que vous avez développés en lien aussi avec un certain nombre d'institutions. Alors, oui, c'est né pareil. C'est né d'une commande artistique de la Biennale d'Agora, la Biennale de Bordeaux. Je crois que c'était pour la Biennale de 2017, qui était sur les paysages urbains, oui, en mouvement, paysages urbains en mouvement, je crois. Et on a fait une première série de 5 films pour cette occasion-là. Et donc le projet était vraiment en germe et puis on l'a développé par la suite alors on nous demande souvent comment est-ce que vous avez choisi les villes, est-ce que ça a été vraiment conçu dès le début? Alors souvent en fait on explique qu'il y avait d'énormes contraintes budgétaires dans ce projet, il y avait des contraintes de déplacement, etc. Donc en fait il s'est construit de façon un peu au gré des occasions, des situations, de là où on vivait. Par exemple, on a été en résidence à la Villa Kujuyama au Japon. C'est pour ça qu'on a fait 2 films lors de notre résidence là-bas. L'un à Tokyo, l'autre à Kyoto. Ensuite, on vit à Venise. Donc, on a fait le film sur Venise au moment de l'Acquaralta de l'an dernier. Voilà. Donc, en fait, en fonction des zones géographiques, en fonction des occasions, en fonction des différentes circonstances, le projet s'est développé, agrandi, etc. Et avec une pratique à chaque fois un peu systématique, notamment dans le rapport à la ville. Quand vous arriviez dans une ville que vous ne connaissiez pas, votre démarche était de faire un travail préalable de documentation, de repérage, etc. Ou c'était vraiment de prendre la caméra et de partir à l'aventure un peu sur le modèle de l'homme à la caméra de Vertov, quoi. Un peu ça, oui. Quelque part, on s'est, depuis le début, on s'est dit qu'on travaillait beaucoup sur l'instinctif, sur l'instinct, l'intuition. C'était une façon de pouvoir répondre immédiatement à ce qui se passe. C'est-à-dire que pour être très attaché, très près comme on a parlé de la mémoire, on voulait aussi être très près de la vie qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que quand on va dans un endroit, quand on arrive dans un endroit ou qu'on rencontre des gens qu'on connaît pas, on n'a pas répété avant. C'est-à-dire, on improvise. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on travaille, il faut qu'on filme comme ça. C'est-à-dire, dans tous les films, on a fait ça.
Et dans cela, c'était encore plus, c'est-à-dire que on essayait de prendre justement des villes qu'on connaissait pas et de se mettre dans des situations de difficulté, c'est-à-dire voilà, catapulter dans un endroit qu'on connaît pas et on ne sait pas où ça se passe. Et c'est un peu comme ça, un peu même si quand on est touriste, même si on se renseigne avant, on arrive dans un endroit et c'est incroyable la sensation qu'on a de découverte d'une ville. Que quand on arrive avec, et ça s'est toujours passé comme ça dans les films qu'on a fait, on arrive à l'aéroport, on prend un transport pour aller dans le centre et on se sent totalement perdu parce qu'on n'en sait rien de cette ville. Oui, de Quand on l'échelle, répare, on reste plus ou moins 2 semaines. Quand on répare, on se sent beaucoup plus sûr de soi. Il y a plus cette peur-là. c'est inconnu. Parce que c'est la peur de l'inconnu. Quand on arrive, tout nous fait quand même un peu peur quand même dans une grande ville. Dans la grande ville, elle est effrayante, la grande ville. Et même si en plus on arrive le soir dans une langue qu'on connaît pas, c'est vraiment compliqué. Mais on s'est dit, voilà, c'est comme ça, il faut retrouver cet aspect-là. Alors que normalement, le cinéma prévoit tout. Dans le cinéma, on essaie d'éviter tous les risques, Tous les tous imprévus. les imprévus, tout ça, tout est préparé pour faire en sorte d'être très efficace d'abord, parce que, et éviter les imprévus, les accidents. Et en fait, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est justement c'est ça, les accidents, c'est l'imprévu et le risque aussi, non? Le risque de pouvoir partir 15 jours et revenir sans rien, parce qu'il peut se passer plein de choses. Et bah, on prenait en compte ça. Évidemment, pour faire ça, il faut pas avoir derrière un budget d'Hollywood, parce que on peut pas prendre ces risques-là avec 20 millions de budget. Donc évidemment, c'est des films qui sont faits avec des budgets minuscules parce que c'est les risques aussi. Tant que le risque est très grand, le budget diminue. Mhm. Et c'est une équation inverse. Voilà. Euh, Mais Et, comme, et- ouais. et ce risque, il est... Alors, vous montrez la ville vraiment sous ses aspects. C'est l'arrière-cuisine des villes que vous montrez à chaque fois. Et puis, c'est aussi l'arrière-cuisine du film, comme vous le disiez, Ila, parce que, voilà, une caméra qui hésite, qui se fait alpaguer, qui se fait... que l'on vient questionner, les enfants qui viennent gratter la bonnette du micro. Enfin, voilà, il y a tout l'imprévu, le risque, l'accident, tout ça, vous l'exposez sans aucune. Alors que, effectivement, Et des aussi le corps, et aussi le fait d'être, que la caméra soit subjective. En fait, tout converge. C'est-à-dire tout à l'heure, quand on disait, quand on a commencé à faire des films sur l'architecture, on s'est dit, mais c'est fou ce que cette représentation est factice, fantoche, elle nous fait croire à une connaissance absolue, elle nous fait voir une architecture merveilleuse, totalement idéalisée, comme si la vie était une merveille chaque jour, enfin, que tout fonctionnait parfaitement. Et en fait, pareil, on s'est rendu compte à quel point disons, je ne parle pas du cinéma sur la ville ou des documentaires parce qu'il y a évidemment des grands films sur la ville, mais disons la façon dont le discours en urbanisme ou dans le monde de l'architecture traite de questions urbaines se pose souvent, c'est une question vraiment de point de vue, de positionnement de regard, de positionnement de parole. Il y a souvent une tendance à chercher un discours qui tend à la raison, qui tend à rationaliser les choses, donc à expliquer, à comprendre, et par conséquent à avoir une vision englobante des choses, à tout voir. Alors, ne parlons pas du drone. Le drone, c'est fabuleux. Le drone, on voit tout d'un coup. On n'a plus besoin de rien. On ne fait plus rien, c'est juste la télécommande. Mais voilà. Et donc, en fait, ce projet-là, c'est vraiment à contre-pied de tout ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on est des piétons. Le film est fait comme un marcheur, on traverse la ville au pas et avec un rapport incroyablement physique aux gens, aux choses, aux éléments en fait, à la pluie, à la saleté, au bruit, et tel qu'on le vit au quotidien. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée d'un cinéma des plus immersifs, intuitifs, directs, une observation au plus proche avec, comme le dit souvent, il a l'idée du grand angle qui pousse
à la proximité physique. C'est-à-dire que comme dans ces films-là, contrairement à ce qu'on avait fait auparavant, où on établissait beaucoup un rapport direct aux gens, on parlait énormément, le dialogue est l'élément moteur des autres films. Dans ce cas-là, comme il y a beaucoup de pays où on ne parlait pas forcément la langue et que l'anglais n'était pas non plus parlé, eh bien, on a changé, on a opté pour un cinéma plus d'observation. Mais par conséquent, pour gagner en proximité, il fallait être vraiment proche des gens, même si on n'établissait pas de dialogue. Un cinéma d'observation, mais très, très engagé, parce que ce qui est vrai, ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est que ce qui est central à la fois dans ce que vous cherchez à donner à voir de la ville et même dans votre pratique cinématographique, c'est la question de la subjectivité, quoi. Vous engagez des sensibilités, des regards, des corps, et autant les corps des homo urbanus que vous filmez que le vôtre filmeur, quoi. Oui, on est très présent. Oui, oui, mais ça depuis toujours là, encore plus. Par contre, je pense qu'il y a ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup la question du drone, par exemple, par rapport à l'architecture. C'est incroyable à quel point le drone est aimé par les architectes. C'est très intéressant. C'est un signal incroyable de cette volonté de montrer la totalité. En effet, comme disait Louise, c'est très intéressant parce que ça a un succès phénoménal en architecture, le drone, parce que ça peut nous amener très haut et on peut tout regarder. Mais alors, c'est intéressant ce qui se passe quand le drone s'élève. En fait, du moment où le drone qui part de terre, il part de la même hauteur que nous, il commence à monter, et ben en fait, le drone amène la vision de la ville moderne de Le Corbusier. En fait, c'est la ville qui a été refaite dans l'époque moderne et qui encore aujourd'hui continue à être faite comme ça, qui est une ville à vue d'oiseau. C'est-à-dire, on voit la ville d'en haut. C'est quand on dessine tous les plus beaux dessins aussi de la ville moderne et de l'urbanisme moderne, c'est la vue d'oiseau, c'est d'en haut, c'est-à-dire on voit d'en haut. Parce que d'on voit d'en haut avec le drone, donc aujourd'hui le drone, un magique drone, on peut tout comprendre, on peut tout voir et on peut tout contrôler. Donc c'est le démiurge l'architecte démiurge enfin satisfait, qui voit tout de son projet à lui et aussi de la ville. Alors, nous, en fait, quelque part, on sait toujours, on n'a jamais utilisé un drone, mais je vais l'utiliser, le drone. Je vais y arriver. Mais en fait, mais c'est vrai que quelque part, on s'est mis à l'envers du drone. On s'est dit, voilà, le drone est là-haut, allons en bas. En allant tellement bas qu'on va rentrer dedans, on va rentrer dans la scène. Évidemment, on s'est dit depuis le départ, quand on a commencé à faire ces films autour de la problématique de l'espace, on s'est dit, c'est peut-être une chose qui manque, mais c'est aussi une chose pour nous très importante, c'est d'avoir un regard à une échelle 1-1. Alors, les architectes adorent l'échelle. Le drone, il est à une échelle à 1000 ou à 500 ou à 200. Et bien, nous, on voulait descendre à 1-1. C'est-à-dire l'échelle 1-1, c'est-à-dire que quand le corps de celui qui filme est à la même taille que le corps de celui qui est filmé. Alors, pour faire ça, on ne peut pas être loin, parce que dès qu'on est loin, on filme quelqu'un qui est plus petit. Et du coup, pour avoir la même échelle de l'objet filmé, eh ben, il faut qu'on soit presque sur lui. Ce qui serait mieux, c'est d'être lui-même, c'est d'être lui. Alors là, ça serait le vrai 1-1. Voilà. Et du coup, avec ces films, cette série d'Homme Urbain, on s'est dit ça, allons filmer l'échelle 1-1. Et voilà, et pour faire ça, en effet, on s'est dit, mettons-nous des contraintes aussi techniques qui fassent en sorte qu'on ne peut pas y échapper. Donc, on n'a pas de drone, mais surtout, on a pas de téléobjectif, on a un grand angle. Donc, si on reste à 2 mètres, 3 mètres de la scène, on ne voit rien. C'est tellement grand angle que on voit les gens tout petits. Donc, du coup, on est tout près. Et on a pas mal de scènes qui sont, on nous demande toujours comment on peut filmer si près, parce qu'on a des scènes qui se passent à 1 demi-mètre. Même certains moments, j'adore la foule. Personnellement, moi, j'adore être là. Je souffre beaucoup en ce moment. Parce que j'adore être au milieu de la foule. Et il y a un photographe que j'ai toujours beaucoup aimé, et qui est aussi très rigolo, qui est William Klein, qui est quelqu'un qui a aussi adoré la foule. Je me souviens quand j'étais tout jeune, que je regardais beaucoup
la photographie, je m'intéressais beaucoup à la photographie. Un jour, je tombe, j'avais 17 ans, 16, 17 ans, 18 ans, et je tombe sur les photos de William Klein et je me dis, mais j'ai pris une claque incroyable. Je me suis dit, oh, mais c'est incroyable, il est dedans, il n'est pas en train de photographier, il est en train de vivre ce moment. Ce n'est pas possible. Il peut pas passer, il peut pas imaginer de ne pas être vu inaperçu. Il peut pas passer inaperçu et tout le monde le voit. Et du coup, je me dis, mais comment il fait? Et là, j'ai commencé à faire des photos comme ça et je me suis rendu compte que c'est pas si simple parce que il faut engager sa propre présence, il faut être avec les autres, il faut se faire accepter et aussi, évidemment, comme nous, on sait très bien, on change nous-mêmes la scène aussi. Donc, il y a tout un rapport complètement différent. Mais en même temps, on en revient avec une sensation très forte. On a vécu ce moment-là. Et aussi, il y a une sensation aussi humaine très forte parce que il faut quand même dialoguer. Il faut dialoguer avec ces gens. On ne peut pas être là et faire semblant de rien et prendre la photo. On est présent, on s'aperçoit de nous. C'est tout le contraire du drone. Ah bah, les drones. Non, mais je vais me l'acheter un drone. J'adore. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, les photos du drone. Ils sont magnifiques. C'est très beau. Il y a photos et vidéos. Mais bon, c'est un autre regard. Et cette question du rapport à l'espace, c'est une question que vous allez même poser sur la question de la relation à vos films, puisque cette collection, vous privilégiez le fait de la montrer sous une forme exposée, c'est-à-dire de rapprocher les films vraiment les uns des autres. Et finalement, dans une projection de ces films dans un espace unique, finalement, de permettre aux spectateurs une expérience finalement inédite par vos films, qui est presque de recomposer une ville qui n'existe nulle part. Le monde entier, oui. Oui, mais en effet, pour nous, alors, on a à plusieurs reprises, comme ça, jongler un peu entre le monde de la salle de cinéma et le monde des musées. Ça nous intéresse. Il y a des projets qui s'y adaptent plus ou moins. Et là, Homo Urbanus, alors c'est un projet qui a pris une ampleur folle parce que bon, 10 heures de film, c'est un petit peu dur à montrer en salle. Voilà, il y a Bellatar, il y a des cinéastes comme ça pour lesquels on peut rester assis pendant 10 heures. Alors, on se dit c'est dur. Et surtout, c'est dur parce que nécessairement, comme on le disait un peu tout à l'heure sur la question du montage, le cinéma impose son espace-temps. C'est-à-dire qu'on peut pas, on est assis dans la salle et on doit suivre la chronologie du film. Alors que la salle d'exposition nous intéresse parce que le visiteur se promène, choisit de s'arrêter, choisit de se concentrer sur un film ou alors il navigue d'un film à l'autre et les choses circulent. Alors, sur ce projet-là, Homo Urbanus, ça nous intéresse tout particulièrement parce que c'est moins un film en soi qui nous intéresse que le concept global. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est questionner l'homo urbanus à l'échelle globale et les jeux de rapports, de relations, de dialogues qui se nouent entre les films. Parce que, voilà, on s'intéressait pas à faire un portrait de Naples ou un portrait de Tokyo, mais de comprendre, en fait, les variations ou les incroyables différences et subtilités qui existent dans les différences culturelles, dans la compréhension et les usages de l'espace public. C'est-à-dire que quand vous passez de Shanghai à Rabat, de Bogota à Tokyo, la façon de vivre la ville, de vivre l'espace public est tellement différente, tellement abyssale au niveau de ces différences que ça se perçoit tout de suite dans un espace d'exposition, alors que ça vous demanderait 10 heures en salle de cinéma. Et de cet homo urbanus, finalement, de ces traversées urbaines, de ces rencontres avec 10 villes du monde, qu'est-ce que vous en retenez finalement? Parce qu'il y a aussi il y a la question de la singularité, mais il y a aussi la question de l'universalité finalement. Qu'est-ce qui nous réunit, que nous soyons de Bogota, de Naples, de Venise ou de Doha? Il y a finalement quelque chose d'universel. Cette universalité-là, vous en retenez quoi aujourd'hui? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est dur de vivre en ville. Que c'est qu'un univers c'est dur de vivre déjà. C'est dur de vivre tout court. Mais alors, là, on le voit. L'usure là, on le comprend. la fatigue.
En fait, on s'est particulièrement intéressé à des questions de travail et la façon dont le corps subit, exprime la difficulté, l'effort, la fatigue. Mais l'univers urbain, surtout à des grandes échelles, c'est un monde qui est presque contre nature par rapport à notre organisme, à nos besoins, à nos rythmes. Et que ce soit par le stress, les transports, la densité les situations de foule, les situations de précarité que la ville induit. Enfin, on est constamment confronté à la difficulté, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment, on s'est beaucoup intéressé à la question dont on s'adapte à un environnement totalement artificiel, comme elle a dit. Mais cette adaptation, elle coûte Elle a un cher. prix. En fait. Elle a un prix, oui, elle a un prix moral, physique. Euh, c'est dur, quoi. On voit, on voit beaucoup de gens souffrir dans les films. Après, il faut dire aussi qu'on n'a pas trop filmé dans les endroits où les gens Ah oui, pas forcément dans le shopping center. voilà, où sont heureux. Hein, je veux dire, c'est pas, il y a une question de choix aussi. La question de choix On n'est pas allé est au très fitness importante. club. C'est notre regard. Ce n'est pas absolument pas un regard Objectif. objectif et absolu. Non, c'est notre regard. C'est-à-dire qu'on a filmé ce qui nous intéresse. Alors, c'est vrai que quand on filme ce qui est nous, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous frappe le plus. C'est ça ce qui nous émotionne aussi, ce qui nous fait ressentir des choses. Après, ça devient aussi une collection de ce genre de choses-là. Donc, absolument pas des films qui veulent montrer comment elle est la ville. Hein, parce que c'est pas un portrait de la ville. La ville n'est pas comme celle qu'on voit là-dedans, Pas que dans ça. ce film. Il n'y a Ouais. pas que ça. Et on n'a pas du tout cherché de trouver un équilibre dans ce qu'on montre. C'est pas parce qu'on a montré des gens qui galèrent qu'après on va montrer les gens en boîte de nuit très contents qui boivent. Ce n'était pas notre souci de balancer un peu, enfin d'équilibrer les différents aspects de la ville. On a montré ce on sent que pour nous c'est fort. Mais c'est vrai qu'à la fin, ce qu'il en sort, en regardant ça, il en sort que oui, c'est quand même difficile. C'est que aussi, ce qu'il en sort aussi, c'est que on essaie tout le temps, à travers la promotion, la promotion d'image, de nous vendre une idée d'une ville qui est très efficace, qui fonctionne très bien, qui fait heureux tout le monde. Alors que sans aller jusqu'au SDF, mais il y a beaucoup de monde qui galère toute la journée pour faire ce qu'ils doivent faire dans la ville. Et nous tous, d'ailleurs, parce que rien que le niveau sonore de la ville est quelque chose dont on n'en parle jamais, mais ce n'est pas quelque chose absolument pas agréable. Je veux dire, il y a des endroits où on n'arrive même pas à se parler quand on est en face. Je veux dire, ça, c'est pas quelque chose de normal. Après, on s'habitue. Hein. Je veux dire, il y a même des gens qui disent j'aime bien parce que ça me donne de l'énergie. Mais c'est pas quelque chose qui est souhaitable. En fait, c'est pas le niveau sonore, la pollution, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Mais il y en a aussi de très bien. Hein, mais voilà. Il y a une présence aussi qui traverse un peu toute la collection, c'est l'enfant dans la ville. C'est un motif comme ça autour duquel vous tournez beaucoup dans la collection. Oui, bah justement, et les personnes âgées, globalement, ça revient un peu, ça continue ce qu'on disait à l'instant, c'est que on s'est beaucoup intéressé à la façon dont finalement la ville est un environnement qui s'adresse à une certaine tranche d'âge, en fait, de productivité. Et alors donc, il y a beaucoup de laissés pour compte dans cette façon d'envisager la vie en ville, et notamment les enfants et les personnes âgées qui doivent se débrouiller avec un environnement qui est très adverse, en fait, qui est vraiment dur pour eux. Et alors les enfants, avec l'insouciance, l'inconscience et la joie de l'enfant, ils transforment, ils métamorphosent les espaces de la ville pour y trouver du jeu, y trouver des échappées, du rêve, etc. Et ça nous a beaucoup intéressés. Et les personnes âgées, on était particulièrement intéressés à voir comment on se débrouille avec
des choses les plus simples, enfin, des escaliers, la question de l'effort physique au quotidien dans des espaces très simples. Et, Une collection qui est amenée à s'amplifier. Il y a d'autres films ou pour vous, c'est un travail qui est clos et... Non, je sais pas pour lui, mais moi, je continuerai à l'infini. Moi, c'est quelque chose que j'adore, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et j'en souffre aussi en ce moment beaucoup de ne pas pouvoir en continuer. on va passer à Mais l'homo domesticus. on en Oui. a fait déjà, on en a fait 10 heures, on pourrait faire 100 heures. Après, c'est plus un plaisir à nous qu'une idée de faire des films. On n'a jamais eu ça. On fait des films, on a étudié pour faire autre chose. On a beaucoup étudié pour faire des choses différentes. Donc, si on fait ça, on le fait par plaisir. Aussi, dès le départ, c'était un peu ça. Continuons à faire les choses parce que ça nous fait plaisir. Et ça me fait beaucoup plaisir, en fait. Parce que quelque part, on parle de la difficulté, tout ça, mais on aime beaucoup aussi être au milieu de la ville. Il y a une énergie incroyable dans la ville. On est absolument pas contre. C'est un endroit magnifique, la ville. Après, on pourrait trouver des moyens meilleurs pour vivre mieux, mais en même temps, c'est extraordinaire de pouvoir avoir un endroit où on peut le niveau des rencontres et des choses qui se passent, c'est extraordinaire. Donc, on aime beaucoup ça. Et aussi, c'est, comme disait aussi lui, c'est très varié. Les villes sont d'une richesse incroyable. On va dans une ville ou une autre, ça change totalement, complètement. Donc ça, on aimerait beaucoup continuer. Oui. Pour l'instant, c'est très compliqué. C'est vraiment pas trop possible de faire ça, mais Alors, pendant. peut-être avant de vous libérer, moi, il y avait une question autour de laquelle je voulais vous interroger parce qu'elle nous est chère à Images de Ville, au-delà de notre activité de programmation cinématographique, c'est la relation à la pédagogie, puisque depuis un an, vous enseignez dans une école d'architecture. Vous intervenez dans une école d'architecture à partir et autour de la question cinématographique. Donc voilà, comment vous avez abordé aussi cette expérience nouvelle sur qu'est-ce que peut apporter le cinéma dans la pédagogie de l'architecture, mais on pourrait aussi parler de la pédagogie de l'urbanisme, de la pédagogie du paysage, voilà. Et quel premier bilan, j'allais dire, vous tirez un petit peu de cette expérience récente? Ouais, en fait, après, là, c'est parce on a souvent enseigné sur de nombreuses années, mais pas de façon aussi intensive. Là, pour le coup, c'est un cours annuel très intensif à la AA de Londres, Architectural Association. On est très content. C'est très formateur pour nous, justement. On apprend peut-être autant que nos élèves. Et c'est là où se continue le projet Homo Urbanus, parce qu'on a ce laboratoire qu'on a appelé laboratoire pour observateurs sensibles sur le thème de Homo Urbanus. Donc, c'est une sorte de prolongement des sujets qui nous intéressent en ce moment. Alors, questionner de façon très différente parce qu'on laisse une grande liberté aux étudiants de travailler tel qu'ils le souhaitent eux. Et ça revient, alors notre expérience au sein de l'école et enfin, au sein de la manière d'enseigner revient un petit peu à ce qu'on disait auparavant. On milite pour une approche incroyablement intuitive de la connaissance, qui n'est pas forcément une approche fréquente, je pense. En fait, en tout cas dans l'environnement dans lequel on est, on essaye de faire en sorte que les étudiants d'abord sortent de l'école, apprennent à regarder. C'est un cours qui est essentiellement basé sur l'observation. L'observation de l'ordinaire, du quotidien, de la rue, et un petit peu comme Homo Urbanus, à différentes strates, à la fois les dynamiques relationnelles, les questions. Voilà, comment la rue est une sorte de scène de théâtre où on peut y lire tout ce qui régimente nos sociétés. Et donc, disons que voilà, ce qu'on défend là-dedans, c'est le fait que la connaissance, avant de faire du discours, parce que sinon aujourd'hui, les très jeunes architectes
sont très doués à formuler des théories, des discours, à avoir une approche extrêmement théorique et rationnelle des choses, mais en manquant peut-être la première étape qui est celle de la connaissance de l'expérience, l'expérience de terrain. Donc, la méthodologie qu'on développe là-bas est vraiment très proche de méthodes empruntées à l'anthropologie. C'est vraiment, vraiment de l'observation du terrain, l'idée de vivre les choses, de les observer de tout près, d'apprendre à connaître de par l'expérience et pas d'abord dans les livres. Voilà. Bien. Ce que vous dites là, et puis c'est un peu aussi ce qu'on ressent quand on parcourt vos films, quand on parcourt ces villes du monde et quand on rencontre ces homo urbanus que nous sommes tous. Moi, ça m'a rappelé une phrase qu'un géographe renommé qu'on avait eu la chance de recevoir dans Images de ville, un géographe, le géographe Marcel Roncaillolo disait souvent, qui est que la ville est toujours la ville de quelqu'un. Le fait que la ville en soi, ça n'existe pas, que la ville, c'est toujours vu par un individu, vu par une subjectivité. J'ai l'impression que cette phrase-là de Marcel Roncaillolo pourrait finalement très bien résumer votre travail. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Le cinéma est une question de point de vue, de regard, et comme on l'a dit tout à l'heure, le regard et les yeux sont dans un corps. Enfin, on ne dissocie pas le regard du reste du corps, et l'idée de faire des films qui soient les plus incarnés possibles, c'est pour nous la meilleure manière de se relationner au monde et donc à la ville qui nous entoure. Oui. Et de relations, en ce moment, on en a vraiment besoin. Exactement. Ouais. Bon, on vous remercie beaucoup. On va vous libérer. On a été très heureux de passer cette heure avec vous. On invite donc le public du festival et au-delà à venir découvrir votre travail. Ce sera tous les jours de 10h à 19h à Marseille, place de la Joliette, dans un bâtiment historique de relations, puisque c'est un bâtiment qui incarne la relation entre la ville et le port, les docks de Marseille. On remercie, nous, Images de Ville, particulièrement deux partenaires qui nous ont permis de présenter cette exposition. L'exposition de votre travail, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Bouches-du-Rhône et puis les Docks Villages qui ont bien voulu nous mettre à disposition cet espace dans lequel votre travail est présenté. On aurait aimé vous avoir parmi nous, mais voilà, la vie est ainsi faite qu'il faut converser à distance. On aurait pu faire un film à Marseille. Ouais. Homo urbanus à Marseille. Ouais. On se retrouve dimanche à 18h, si vous êtes d'accord, autour de votre film Oriyama-san et une architecte aixoise, Isabelle Berthet-Bondé, qui a écrit un livre sur ces maisons japonaises, sera présente avec nous pour converser avec vous après la projection de votre film. On vous remercie mille fois, Louise et Hila. Merci à vous énormément. Merci. Ouais, c'est un grand plaisir. À bientôt. On vous souhaite bon courage et à très bientôt, à dimanche en tout cas, à nouveau par vision, mais ensemble. Ouais. Merci Luc. Merci. À bientôt. Bonne soirée.